Lors d'un dîner avec son père dans un restaurant de luxe, le fils du millionnaire est resté figé en voyant la serveuse. La femme était identique à celle de la photo de sa mère lorsqu'elle était jeune, avant de disparaître il y a 23 ans. La pluie tambourinait contre les vitres du restaurant La Rose Dorée ce soir-là, créant une mélodie monotone qui se mêlait aux conversations feutrées des dîneurs parisiens. Rémi Moreau ajusta sa cravate en soie avant de pousser la porte vitrée de l'établissement. Son père Alain sur les talons, à 29 ans, l'héritier de l'empire hôtelier Moreau, avait cette prestance naturelle qui attirait les regards. Mais ce soir, quelque chose dans son expression trahissait une lassitude profonde. « Tu es sûr que c'est ici que tu voulais dîner ?» demanda Alain en observant le décor classique aux nappes blanches immaculées et aux bouquets de roses fraîches disposés sur chaque table. « Pourquoi pas ?» répondit Rémi en haussant les épaules. « On change un peu de nos habitudes, non ?» Ils furent conduits à une table près de la fenêtre par le maître d'hôtel. Un homme d'âge mûr aux manières impeccables, Alain, 62 ans, gardait encore cette allure distinguée qui avait fait de lui un homme d'affaires respecté, même si quelques rides nouvelles marquaient son visage buriné par les années de stress et de responsabilité. « Bonsoir, messieurs. Je suis Marion, et je vais m'occuper de vous ce soir. » La voix douce fit lever les yeux de Rémi de son menu. Une jeune femme de 22 ans se tenait devant leur table, carnet en main, sourire poli aux lèvres. Ses cheveux châtain clair étaient relevés en un chignon simple, quelques mèches rebelles encadrant un visage aux traits fins et harmonieux. Mais ce ne fut pas sa beauté naturelle qui figea Rémi sur place. Ce furent ses yeux verts pailletés d'or qu'il n'avait vus que sur une seule photo, celle qu'il gardait précieusement dans son portefeuille depuis l'enfance. « Monsieur, ça va ?» s'inquiéta Marion en voyant l'homme pâlir subitement. Le verre d'eau que Rémi tenait glissa de ses doigts tremblants et s'écrasa au sol dans un fracas qui fit se retourner plusieurs têtes. Les éclats de cristal se dispersèrent sur le parquet ciré, reflétant la lumière tamisée des lustres comme autant de diamants brisés. « Pardonnez-moi, Rémi se leva précipitamment, bousculant sa chaise. Marion s'agenouilla aussitôt pour ramasser les débris, mais son geste fut interrompu par la main ferme d'Alain qui venait de se saisir de son poignet. Quand elle leva les yeux vers lui, l'homme d'affaires eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Ce visage, c'était impossible, absolument impossible. « Isabelle » murmura-t-il malgré lui, sa voix à peine audible. « Pardon. » Marion fronça les sourcils. Troublée par l'émotion qui transparaissait dans les yeux de cet homme qu'elle ne connaissait pas, Alain lâcha immédiatement son poignet comme s'il s'était brûlé. « Excusez-moi, vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » Le maître d'hôtel accourut avec un serveur pour nettoyer les dégâts, tandis que Marion se relevait, visiblement déstabilisée par cette étrange interaction. Elle observait alternativement le père et le fils, sentant qu'il se passait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Je vais chercher un autre verre », dit-elle d'une voix légèrement tremblante, avant de s'éloigner vers le bar. Rémi se rassit lourdement, le visage dans les mains. « Papa, tu as vu son visage ?» Alain hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard de la silhouette de Marion qui s'activait derrière le comptoir. « C'est troublant. » « Effectivement, mais enfin, Rémi, les ressemblances, ça arrive. » « Une ressemblance ?» Rémi sortit son portefeuille d'une main fébrile et en extirpa une photo cornée qu'il posa sur la table. « Regarde ça, et dis-moi encore qu'il s'agit d'une simple ressemblance. » Sur le cliché jauni par le temps, une jeune femme aux cheveux châtain clair souriait à l'objectif, tenant dans ses bras un petit garçon de 5 ou 6 ans. Ses yeux verts pailletés d'or semblaient danser de joie. En arrière-plan, on devinait les jardins luxuriants de la propriété familiale des Moreau en Normandie. Alain sentit sa gorge se serrer. Isabelle, sa femme, disparue un soir d'orage il y avait 23 ans, quand Rémi n'était encore qu'un enfant, disparue sans laisser de traces, malgré toutes les recherches, malgré tous les détectives privés, malgré tous les espoirs et toutes les prières. Marion revint avec un nouveau verre, qu'elle posa délicatement devant Rémi. « Voilà, monsieur. Vous vous sentez mieux. »« Quel âge avez-vous » demanda brusquement Rémi, ignorant la question. « 22 ans. Pourquoi ? Et où êtes-vous né » Marion recula d'un pas, manifestement mal à l'aise. « Écoutez, messieurs, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis juste ici pour prendre votre commande. Si vous préférez qu'un autre serveur... »« Non, non » intervint Alain, en retrouvant ses esprits. « Excusez mon fils, il traverse une période difficile. Nous prendrons le menu dégustation, s'il vous plaît. » Marion nota rapidement la commande
et s'éloigna, non sans jeter plusieurs regards intrigués par-dessus son épaule. Elle avait l'habitude des clients excentriques. Paris en regorgeait, mais celui-ci sortait de l'ordinaire. Et puis, il y avait eu ce nom qu'avait murmuré l'homme plus âgé. Isabelle. Pourquoi ce prénom résonnait-il étrangement dans sa tête? Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu. Rémi picorait dans son assiette, l'esprit ailleurs, tandis qu'Alain observait discrètement Marion évoluer entre les tables. Chacun de ses gestes, chaque expression de son visage ravivait des souvenirs douloureux qu'il avait cru enterrer à jamais. Quand ils quittèrent le restaurant vers 10 heures du soir, la pluie s'était arrêtée, laissant place à une nuit étoilée inhabituelle pour Paris. Sur le trottoir, Rémi se tourna vers son père. « Je veux savoir qui elle est. » Rémi. « Non, papa. J'ai passé 23 ans à me demander ce qui était arrivé à maman. 23 ans à imaginer qu'elle pourrait revenir un jour. Et là, je tombe sur une fille qui pourrait être sa sœur jumelle, qui a exactement l'âge qu'elle aurait dû avoir si... » Sa voix se brisa. Alain posa une main sur l'épaule de son fils. « Si quoi, Rémi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Maman disparaît enceinte de 4 mois, et 22 ans plus tard, on croise une fille qui lui ressemble trait pour trait et qui a pile l'âge qu'aurait eu. » Il ne termina pas sa phrase, mais Alain comprit. L'hypothèse était folle, impensable, et pourtant, cette ressemblance troublante, ces yeux si particuliers, cette façon de porter la tête légèrement inclinée sur le côté quand elle réfléchissait, exactement comme Isabelle. « Je vais me renseigner », dit finalement Alain d'une voix rauque. Mais dans la voiture qui les ramenait vers l'avenue Foch, aucun des deux hommes ne prononça un mot de plus. Chacun était perdu dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans ses espoirs fous et terrifiants. À quelques kilomètres de là, Marion Gauthier rentrait chez elle dans le modeste appartement qu'elle partageait avec Claire, la femme qui l'avait élevée depuis toujours. En retirant son tablier, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à cette étrange soirée. « Tu as passé une bonne soirée ?» demanda Claire depuis la cuisine, où elle terminait une couture à la lueur de sa lampe de bureau. « Bizarre plutôt. J'ai eu des clients vraiment étranges ce soir. Un père et son fils qui m'ont regardé comme s'ils avaient vu un fantôme. » Claire leva les yeux de son ouvrage, et Marion aurait juré voir passer une ombre d'inquiétude sur son visage. « Des fantômes », répéta-t-elle d'une voix étrangement tendue. « Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. L'homme âgé a même prononcé un prénom en me voyant. Isabelle, ça ne te dit rien. » Les mains de Claire se crispèrent imperceptiblement sur son tissu. « Non, ma chérie, rien du tout. » Mais quand Marion monta se coucher, Claire resta longtemps immobile dans la pénombre de son salon, le cœur battant. Après 22 ans de silence, le passé venait de faire irruption dans leur vie paisible, et elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Rémi ne tenait plus en place. Dès 8 heures, il arpentait son bureau du 16e arrondissement. Incapable de se concentrer sur les dossiers qui s'empilaient sur sa table, l'image de Marion ne quittait pas ses pensées, et cette ressemblance troublante avec sa mère le hantait comme une obsession. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Julien Mercier, détective privé. Julien, c'est Rémi Moreau. J'ai besoin de tes services. Rémi, ça fait un bail, qu'est-ce qui t'amène ?» Julien Mercier était un ancien commissaire de police reconverti dans le privé après 15 ans de bons et loyaux services. La quarantaine bien tassée, il avait cette perspicacité qui venait de l'expérience et cette discrétion que recherchèrent les clients fortunés. Il avait déjà travaillé pour la famille Moreau à plusieurs reprises. « Je veux que tu enquêtes sur quelqu'un. Une fille qui travaille au restaurant La Rose Dorée, elle s'appelle Marion. Je ne connais que son prénom. » « D'accord. Et qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?» Rémi hésita un instant. Comment expliquer cette intuition folle sans passer pour un déséquilibré? Tout. Sa famille, son passé, où elle était née. Julien. Je crois qu'elle pourrait avoir un lien avec ma mère. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Julien connaissait l'histoire d'Isabelle Moreau. Il avait même participé aux recherches des premières années. « Rémi, tu es sûr de ce que tu dis ?»« Non, justement. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Discrétion absolue, comme d'habitude. Compte sur moi, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. » Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier d'Alain avenue Foch, l'atmosphère était pesante. L'homme d'affaires n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Hanté par des images qu'il croyait avoir enfouies à jamais, il se tenait debout devant la fenêtre de son bureau, une tasse de café refroidissant dans ses mains tremblantes. Dehors,
Paris s'éveillait sous un ciel gris de novembre, mais Alain ne voyait rien de cette agitation matinale. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'une nuit d'octobre 2001 qu'il aurait voulu pouvoir effacer de sa mémoire. Cette nuit-là, les images revenaient par fragments, nettes et cruelles. Isabelle qui rentrait plus tôt que prévu de son voyage à Londres, lui, dans son bureau, au téléphone avec Lucie Navarro, sa secrétaire particulière, des mots tendres, des promesses d'avenir qui n'étaient pas destinées à sa femme, Alain, avec qui tu parlais. La voix d'Isabelle dans l'embrasure de la porte, son visage fermé, ses yeux brillants de larmes contenues, elle avait tout entendu. Isabelle, je peux t'expliquer. Depuis combien de temps? Ce n'est pas ce que tu crois. Depuis combien de temps, Alain? Il avait fallu qu'elle insiste, qu'elle le pousse dans ses retranchements pour qu'il avoue 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets, de double vie. Isabelle avait encaissé chaque mot comme autant de coups de poignard. Puis elle avait lâché sa bombe. Je suis enceinte. 4 mois. Elle était enceinte de 4 mois et ne lui avait rien dit, attendant le bon moment, espérant que cette nouvelle redonnerait un souffle à leur mariage qui battait de l'aile depuis des années. La réaction d'Alain avait été immonde. La jalousie, la colère, la culpabilité transformées en accusations venimeuses. Comment je peux être sûre que c'est de moi, avec tous tes voyages d'affaires? Le gifle d'Isabelle avait claqué dans le silence du bureau. Puis elle était partie, emportant sa valise et sa douleur, laissant derrière elle un homme rongé par la honte de ses propres paroles. Alain porta la tasse à ses lèvres d'un geste mécanique, grimaçant en avalant le café amer et froid, 23 ans plus tard. Ces mots le hantaient encore. Isabelle n'était jamais revenue, malgré toutes les recherches, tous les appels, tous les détectives. Elle avait disparu comme si la terre l'avait engloutie. Et si elle avait réellement eu cet enfant? Et si cette Marion? Il secoua la tête, chassant cette pensée folle. C'était impossible. Les enquêteurs avaient épluché tous les hôpitaux, toutes les cliniques de France. Aucune trace d'Isabelle Moreau, aucune naissance déclarée. Dans le modeste appartement de la rue de la Croix-Rousse, Marion s'apprêtait à partir travailler quand elle remarqua l'étrange comportement de Claire. La femme qui l'avait élevée semblait nerveuse, sursautant au moindre bruit, évitant son regard. « Claire, ça va? Tu as l'air bizarre depuis hier soir. » « Moi? Non, tout va bien, ma chérie. C'est juste que j'ai mal dormi. » Marion l'observa attentivement. À 57 ans, Claire Gauthier avait ce visage buriné par les années de labeur et de soucis, mais aussi cette bonté naturelle qui transparaissait dans chaque geste. Elle avait été sa mère, sa confidente, sa seule famille, et pourtant, Marion avait toujours senti qu'il y avait des zones d'ombre dans leur histoire commune. Claire, qui était mon père, la question tomba comme un couperet. Claire se figea, ses mains crispées sur le tissu qu'elle cousait. Pourquoi cette question, maintenant? Tu ne m'as jamais vraiment expliqué. Tu dis toujours qu'il est mort avant ma naissance, mais tu n'entres jamais dans les détails. Je ne connais même pas son nom. Marion. Et ma mère biologique. Tu m'as dit qu'elle était morte en couche, mais parfois j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Claire posa son ouvrage et se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Pourquoi toutes ces questions aujourd'hui? À cause de ce qui s'est passé hier soir. Cet homme qui m'a appelée Isabelle. Ce prénom me dit quelque chose, Claire, comme si je l'avais déjà entendu. Le sang de Claire ne fit qu'un tour. Après toutes ces années de silence, de mensonges par omission, était-ce vraiment le moment? Marion n'était pas prête. Personne n'était prêt. Tu imagines des choses, ma chérie? Isabelle. C'est un prénom courant. Alors pourquoi tu trembles? Effectivement, les mains de Claire tremblaient légèrement. Elle les enfouit dans les poches de son tablier pour les dissimuler. Je ne tremble pas, et tu vas être en retard au travail. Marion soupira, comprenant qu'elle n'obtiendrait rien de plus ce matin. Mais une détermination nouvelle naissait en elle. Il était temps de creuser, de poser les bonnes questions, de démêler le mystère de ses origines. Après le départ de Marion, Claire s'effondra sur son canapé, la tête entre les mains. 22 ans qu'elle gardait ce secret, 22 ans qu'elle portait ce fardeau, et maintenant, les Moreau avaient retrouvé leurs traces. Elle se dirigea vers sa chambre et souleva le matelas de son lit. Là, dans une enveloppe Kraft jaunie par le temps, se trouvaient les preuves qu'elle avait soigneusement conservées, des documents d'hôpital, des photos, et surtout, cette lettre qu'Isabelle avait écrite pour Marion avant de sombrer définitivement dans le silence,
Claire caressa l'enveloppe d'un geste tendre. Isabelle, sa cousine, sa confidente, celle qui était venue frapper à sa porte par une nuit d'orage, enceinte et terrorisée, elle avait promis de protéger l'enfant, de la garder loin des Moreau, loin de cette famille qui avait brisé le cœur d'une femme exceptionnelle. Mais les promesses, parfois, deviennent plus lourdes à porter que les secrets eux-mêmes. Le téléphone de Rémi sonna vers midi. Julien avait fait vite. « J'ai quelques informations préliminaires. Marion Gauthier, 22 ans, née officiellement à Lyon, élevée par Claire Gauthier, couturière, pas de père déclaré, mais Rémi. Il y a quelque chose de bizarre dans son acte de naissance. Quoi? Des ratures, des corrections, et la date? Elle correspond exactement au moment où ta mère a disparu. À quelques jours près, Rémi sentit son cœur s'emballer. Continue. Je creuse encore, mais j'ai l'impression qu'on nous cache quelque chose. Cette Claire Gauthier, elle a un passé trouble, pas de casier, mais des zones d'ombre dans sa vie à la même époque. Trouve-moi tout ce que tu peux sur elle, et sur Marion. Je veux savoir d'où elle vient vraiment. Quand Rémi raccrocha, ses mains tremblaient d'excitation et d'appréhension. Pour la première fois depuis 23 ans, il avait l'impression de tenir une piste sérieuse. Une piste qui pourrait enfin lui révéler la vérité sur la disparition de sa mère, et peut-être bien plus encore. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette soirée au restaurant, et Julien Mercier avait mobilisé tous ses contacts pour percer le mystère Marion Gauthier. Ancien flic devenu détective privé, il savait comment naviguer dans les méandres administratifs et faire parler les archives qui refusaient de livrer leurs secrets. Assis dans son bureau spartiate de la rue de Rivoli, il éplucha une fois de plus les documents qu'il avait réussi à obtenir. L'acte de naissance de Marion présentait effectivement des anomalies troublantes, des ratures à l'encre différentes, une date de naissance qui semblait avoir été modifiée, et surtout, l'absence totale du nom du père. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de son contact à l'état civil de Lyon. Marie, c'est Julien. Tu as pu creuser pour cette naissance de 2001. Écoute, Julien, c'est bizarre ton affaire. Le dossier a été manipulé, c'est évident. On dirait qu'on a voulu effacer des traces. Et puis, il y a autre chose. Quoi? La sage-femme qui a signé l'acte. Martine Dubois. Elle a disparu des registres professionnels juste après, comme si elle s'était volatilisée. Julien nota soigneusement l'information. Une sage-femme qui disparaît, un acte de naissance trafiqué, et une femme mystérieuse qui élève seule un enfant sans expliquer ses origines. Tout cela sentait le secret de famille bien gardé. Il se connecta ensuite aux bases de données généalogiques en ligne et tapa le nom Gauthier. Après plusieurs heures de recherche minutieuse, un détail lui sauta aux yeux. Claire Gauthier était née, Isabelle Claire Gauthier. Et dans les registres familiaux apparaissait le nom d'une cousine, Isabelle Moreau, née Gauthier. Bingo, murmura-t-il en notant la connexion. Claire Gauthier était la cousine d'Isabelle Moreau. Le lien de parenté expliquait la ressemblance physique de Marion, mais ouvrait aussi une multitude de questions troublantes. Pendant ce temps, Rémi avait pris l'habitude de passer devant le restaurant La Rose Dorée, espérant apercevoir Marion. Il ne savait pas encore comment l'aborder sans paraître complètement fou. Mais il ressentait le besoin impérieux d'être près d'elle, comme si sa seule présence pouvait combler le vide béant que la disparition de sa mère avait creusé en lui. Ce jeudi après-midi, il la vit sortir du restaurant vers 15h. Probablement à la fin de son service, elle portait un manteau beige et une écharpe bordeaux qui rehaussait ses yeux verts. Sans vraiment réfléchir, Rémi décida de la suivre à distance. Marion se dirigea vers le métro Châtelet, puis prit la ligne 14 jusqu'à Gare de Lyon. De là, elle monta dans un TER en direction de Lyon. Rémi n'hésita qu'une seconde avant d'acheter un billet pour le même train. Durant le voyage de 2 heures, il l'observa discrètement depuis plusieurs rangées derrière elle. Marion lisait un livre de psychologie, griffonnait parfois des notes dans un carnet. À un moment, elle passa un appel qui attira l'attention de Rémi. « Claire, c'est moi. J'arrive vers 18h. Tu es sûre que tout va bien? Tu avais l'air bizarre ce matin. D'accord, on en parlera ce soir. À tout à l'heure. Claire ?» Le prénom correspondait aux informations que Julien avait trouvées. Rémi sentit son cœur s'accélérer. Une fois arrivé à Lyon, Marion prit le métro jusqu'au quartier de la Croix-Rousse. Rémi la suivit à travers les rues pentues du vieux quartier. Entre les immeubles aux façades ocre et les traboules mystérieuses,
Elle s'arrêta finalement devant un immeuble modeste de la rue des Fantasques et disparut derrière une porte cochère. Rémi nota l'adresse et resta un moment dans la rue, observant les fenêtres éclairées. Au 3e étage, il aperçut une silhouette féminine plus âgée qui s'activait près d'une machine à coudre. Probablement Claire, de retour à Paris le soir même, Rémi retrouva son père dans le salon de l'hôtel particulier. Alain sirotait un whisky en regardant les flammes danser dans la cheminée, l'air sombre et préoccupé. « Papa, il faut qu'on parle. » Alain leva les yeux vers son fils, remarquant immédiatement sa nervosité. « J'ai fait des recherches sur cette Marion. Elle habite Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, avec une femme qui s'appelle Claire Gauthier. » Le verre d'Alain lui échappa des mains et se brisa sur le sol de marbre, exactement comme 3 jours plus tôt au restaurant. « Papa, tu connais ce nom. » Alain était livide. Claire Gauthier, c'est la cousine d'Isabelle. Elles étaient très proches quand nous étions jeunes. Sa cousine. Mais alors il est possible que ta mère soit allée la voir cette nuit-là. Alain se leva péniblement et se dirigea vers le bar pour se servir un autre verre. Claire travaillait dans le textile, je me souviens. Une fille simple, discrète, Isabelle l'adorait. Rémi sentit tous les éléments du puzzle se mettre en place dans son esprit. Papa, si maman était enceinte et qu'elle a fui chez sa cousine, si elle a accouché là-bas, Rémi, ne te fais pas de faux espoirs. Nous avons cherché partout, vérifié tous les registres, mais pas sous un faux nom, pas avec l'aide de quelqu'un qui voulait la protéger. Alain vida son verre d'un trait. Et même si c'était le cas, même si Marion était... si elle était ta sœur, qu'est-ce que ça changerait? Isabelle nous a quittés. Elle a fait son choix. Son choix. Rémi explosa. Papa, qu'est-ce qui s'est exactement passé cette nuit-là? Tu ne m'as jamais tout dit, j'en suis sûre. Le silence s'installa, lourd de non-dits et de culpabilité. Alain tournait le dos à son fils, les épaules voûtées par le poids des souvenirs. Il y a eu une dispute terrible. J'ai dit des choses impardonnables. Quel genre de choses? J'avais une liaison, Rémi, avec ma secrétaire. Isabelle l'a découvert le soir où elle m'a annoncé sa grossesse. J'étais tellement prise au dépourvu, tellement rongée par la culpabilité que j'ai mis en doute la paternité de l'enfant. Rémi ferma les yeux, horrifié. Tu as accusé maman de te tromper. C'était faux, bien sûr. Je le savais même en le disant. Mais j'étais lâche, Rémi. Tellement lâche que j'ai préféré blesser la femme que j'aimais plutôt que d'assumer mes responsabilités. Pendant ce temps, dans l'appartement lyonnais, Marion fouillait discrètement dans les affaires de Claire. Depuis quelques jours, elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa mère adoptive lui cachait quelque chose d'important. Dans le tiroir de la table de nuit de Claire, elle découvrit une vieille boîte à biscuits remplie de photos. La plupart montraient un Claire jeune, mais il y en avait d'autres, plus intrigantes. Des photos d'une femme magnifique aux cheveux châtain clair et aux yeux verts. Une femme qui ressemblait énormément à Marion, au dos de l'une d'elles. Une inscription à l'encre fanée, Isabelle, été 1998. Marion sentit son cœur bondir. Isabelle, le prénom que l'homme du restaurant avait murmuré en la voyant, ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle continua à fouiller et tomba sur un document qui la figea sur place. Un certificat médical daté d'octobre 2001, au nom d'Isabelle Moreau, confirmant un état de grossesse de 4 mois et demi. Les mains tremblantes, Marion retourna le papier, au verso, griffonné de la main de Claire, une note. Pour Marion, quand elle sera prête à comprendre. La porte de l'appartement claqua. Claire était de retour plus tôt que prévu. « Marion, tu es là, ma chérie. » Marion remit précipitamment les documents dans la boîte et referma le tiroir. Mais quand Claire entra dans le salon, elle vit immédiatement que quelque chose avait changé dans le regard de la jeune femme. « Claire, il faut qu'on parle. » « À quel sujet ?» Marion sortit la photo d'Isabelle de sa poche. « À propos d'elle, à propos de qui elle était vraiment, et à propos de qui je suis vraiment. » Claire s'assit lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Après 22 ans de silence, l'heure de vérité avait sonné. « Où as-tu trouvé ça ? Peu importe où, Claire. Cette femme, Isabelle, c'est ma mère, n'est-ce pas ? Ma vraie mère. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Marion, dis-moi la vérité. S'il te plaît, j'ai le droit de savoir. » Claire prit une profonde inspiration. « Oui,
Isabelle était ta mère, et elle était ma cousine, ma meilleure amie. Était, elle est morte. Claire hésita. Comment expliquer la vérité sans briser le cœur de cette jeune femme qu'elle avait élevée comme sa propre fille? C'est compliqué, ma chérie. Beaucoup plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. Claire se leva du canapé d'un mouvement lent, comme si chaque geste lui coûtait un effort considérable. Elle se dirigea vers la cuisine et mit la bouilloire sur le feu, ses mains tremblant légèrement. Marion l'observait en silence, attendant des explications qui tardaient à venir. « Tu veux du thé ?» demanda Claire d'une voix éteinte. « Claire, arrête, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Isabelle? Pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'elle était ma mère ?» Claire soupira profondément et revint s'asseoir, tenant la photo d'Isabelle entre ses doigts, comme un trésor fragile. Parce que c'était trop douloureux. Pour elle, pour moi. Et je pensais que ce serait trop lourd à porter pour toi aussi. Commence par le commencement. Qui était-elle vraiment? Octobre 2001, Paris, la pluie battait les vitres de l'hôtel particulier des Moreaux avenue Foch, dans le bureau lambrissé d'Alain. Les éclats de voix résonnaient comme un orage domestique qui couvait depuis des mois. « Tu rentres plus tôt de Londres ?»« Maintenant » lança Alain sans lever les yeux de ses dossiers, quand Isabelle poussa la porte. « J'ai annulé ma dernière réunion. J'avais quelque chose d'important à te dire. » Isabelle Moreau, 31 ans, avait cette élégance naturelle qui faisait se retourner les têtes dans la rue. Mais ce soir-là, sous son manteau de cachemire, elle dissimulait une nervosité qui la rongeait depuis des semaines. « Ah, et quoi donc ?» Alain continuait à griffonner, manifestement agacé. « Alain, regarde-moi quand je te parle. » Il leva enfin les yeux. Et Isabelle y lut cette froideur qui s'était installée entre eux au fil des années. Leur mariage, autrefois passionné, s'était mué en une cohabitation polie mais distante. « Je t'écoute. » Isabelle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Le stylo d'Alain s'immobilisa. « Pardon ? Enceinte de 4 mois. J'ai fait tous les examens cette semaine à Londres. Tout va bien. » Un silence pesant s'installa. Alain posa son stylo et se cala dans son fauteuil, le visage fermé. 4 mois, et tu me l'annonces maintenant. Je voulais être sûre. Et puis, je voulais choisir le bon moment. Le bon moment, répéta Alain avec un ricanement amer. Il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de nouvelles, Isabelle. Elle sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait espérée. Depuis des mois, elle se raccrochait à l'idée que cet enfant pourrait les rapprocher, redonner un sens à leur union qui s'effilochait. Alain, c'est notre enfant, notre bébé, notre enfant. Il se leva brusquement, faisant valdinguer sa chaise. Comment je peux en être sûre, dis-moi, avec tous tes voyages d'affaires, toutes ces soirées où tu rentres tard. La gifle claqua dans le silence du bureau. Isabelle avait réagi d'instinct, incapable de supporter une accusation aussi vile. Comment oses-tu? Comment oses-tu me dire ça? Alain porta la main à sa joue, sous le choc. Isabelle, 16 ans de mariage, Alain, 16 ans, et tu me soupçonnes de... Sa voix se brisa. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais, mais il était trop tard. Les mots étaient sortis, et ils ne pourraient jamais être repris. Isabelle le regardait avec une expression de dégoût et de tristesse mêlée. « Si, tu le pensais, parce que c'est exactement ce que tu fais, toi. » Alain blêmit. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je ne sais pas pour Lucie, ta secrétaire. » Le monde d'Alain s'écroula. « Isabelle, depuis combien de temps ?» Il ne répondit pas, incapable de soutenir son regard. « Depuis combien de temps, Alain ?»« 6 mois, murmura-t-il. Isabelle encaissa le coup comme un uppercut. 6 mois, pendant qu'elle essayait désespérément de sauver leur mariage, pendant qu'elle tombait enceinte en espérant que cet enfant serait un nouveau départ. Lui la trompait avec une femme de 25 ans. « Tu me dégoûtes », articula-t-elle froidement. Elle se dirigea vers la porte, mais Alain la rattrapa par le bras. « Isabelle, attends, on peut en parler. Trouver une solution. Une solution. » Elle se dégagea violemment. « La solution, c'est que je parte. Avec mon enfant, ton enfant, mais enfin, Isabelle, mon enfant, oui, puisque tu doutes qu'il soit de toi. » Elle monta à l'étage, jetant quelques affaires dans une valise sous le regard de Rémi, qui observait la scène depuis l'entrebâillement de sa porte de chambre. Le petit garçon de 6 ans ne comprenait pas ce qui se passait, mais il voyait les larmes sur le visage de sa maman. « Maman, où tu vas ?» Isabelle s'agenouilla devant son fils et l'embrassa tendrement. «
Maman va partir quelques jours, mon cœur. Tu vas rester avec papa? Mais pourquoi? Parce que parfois, les grandes personnes ont besoin de réfléchir, mais je reviendrai te voir, d'accord? C'était un mensonge. Au moment où elle prononçait ces mots, Isabelle savait déjà qu'elle ne reviendrait pas. Pas tant qu'Alain serait là, pas tant qu'il y aurait cette méfiance, cette suspicion, cette blessure béante entre eux. Elle embrassa une dernière fois Rémi et descendit avec sa valise. Alain l'attendait dans le hall d'entrée. « Isabelle, s'il te plaît, ne pars pas comme ça, pas dans ton état. » « Mon état ?» Elle eut un rire amer. « Tu t'en soucies maintenant ? » « Bien sûr que je m'en soucie, malgré tout ce qui s'est passé, malgré mes erreurs. »« Tes erreurs ?» Isabelle ouvrit la porte donnant sur l'avenue. « Non, Alain, une erreur, c'est quand on oublie d'acheter du pain. Ce que tu as fait, c'est de la trahison pure et simple. » Elle sortit dans la nuit pluvieuse, élant un taxi qui s'arrêta devant le perron. « Où allez-vous, madame ? » ?»« Gare de Lyon, le plus vite possible. » Dans le rétroviseur, elle vit Alain debout sur le perron, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle avait croisé son regard une dernière fois, elle n'aurait peut-être pas eu la force de partir. Claire s'arrêta de parler. Les yeux dans le vague, Marion avait écouté sans l'interrompre, fascinée et bouleversée par ce récit. Elle est venue chez toi cette nuit-là, vers 2 heures du matin, trempée, épuisée, le visage ravagé par les larmes. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Claire se leva pour aller chercher la bouilloire qui sifflait. Elle m'a tout raconté, la liaison d'Alain, ses accusations ignobles, son départ précipité. Elle était enceinte de 4 mois et demi, et le stress avait déclenché des contractions. Des contractions. Mais j'ai voulu l'emmener à l'hôpital, mais elle a refusé. Elle avait peur qu'Alain la retrouve, qu'il lui prenne l'enfant. Elle était dans un état de panique totale. Claire versa l'eau chaude dans les tasses, ses gestes mécaniques trahissant l'émotion qui l'habitait encore. Les contractions se sont calmées avec du repos. Mais Isabelle était traumatisée. Elle restait allongée des heures entières sans parler, les yeux dans le vide. Elle qui était si vivante, si volontaire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Claire revint s'asseoir avec les tasses fumantes. Elle a vécu chez moi jusqu'à ton arrivée. 2 mois et demi de grossesse dans un état psychologique catastrophique. Elle ne sortait pas, ne voulait voir personne. Elle avait juste demandé que si quelque chose lui arrivait, je m'occupe de toi. Marion sentit les larmes monter. Et quelque chose lui est arrivé. Claire prit une gorgée de thé pour se donner du courage. Tu es née prématurément, Marion, à 7 mois de grossesse. Le travail a commencé par une nuit d'orage, exactement comme celle où elle était arrivée chez moi. J'ai appelé une sage-femme que je connaissais, Martine Dubois, quelqu'un de discret qui ne poserait pas de questions. Et ma mère, comment elle a réagi à ma naissance? Le silence de Claire en disait long. Marion insista. « Claire, qu'est-ce qui s'est passé? » L'accouchement s'est mal passé. Tu étais si petite, si fragile. Et Isabelle a fait une hémorragie. On a réussi à la sauver. Mais psychologiquement, elle a complètement décroché. Claire posa sa tasse d'une main tremblante. Elle t'a regardé une seule fois. Une seule. Elle t'a prise dans ses bras. Elle t'a embrassée. Et elle m'a dit « Appelle-la Marion. Et promets-moi de la garder loin d'eux. » Et après, elle a sombré. Complètement. Elle ne parlait plus. Ne réagissait plus. Comme si son esprit avait décidé de se protéger en se déconnectant de la réalité. Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Marion. Où est-elle maintenant, Claire? Où est ma mère? Claire ferma les yeux, rassemblant son courage pour livrer le secret qu'elle gardait depuis 22 ans. Elle est vivante. Marion, Isabelle est vivante. Vivante. Marion se leva d'un bond, renversant sa tasse de thé qui se brisa sur le carrelage. Tu veux dire que ma mère est vivante et que tu ne me l'as jamais dit. Claire se précipita pour ramasser les morceaux de porcelaine. Évitant soigneusement le regard accusateur de Marion, « Ma chérie, ce n'est pas si simple, pas si simple. » Marion était hors d'elle. J'ai grandi en croyant être orpheline. J'ai passé ma vie à imaginer qui étaient mes parents, à me demander si j'avais des frères et sœurs quelque part. Et pendant ce temps, ma mère était vivante. Marion, calme-toi, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Mais Marion ne l'écoutait plus. Elle arpentait le petit salon, les mains dans les cheveux, essayant de digérer cette révélation qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie.
Où est-elle » articula-t-elle finalement, la voix tremblante de colère et d'émotion. Claire se redressa lentement, les fragments de porcelaine dans la paume de sa main. « À la clinique Sainte-Thérèse, à Lyon. Elle y est depuis ta naissance. »« Une clinique ? Quel genre de clinique ? Psychiatrique ?» Le mot tomba comme un coup près. Marion s'immobilisa, le souffle coupé. Elle est malade mentalement. Claire hocha tristement la tête. Après ton accouchement, elle a fait ce qu'on appelle une rupture psychotique. Elle s'est complètement repliée sur elle-même. Les médecins parlent de catatonie réactionnelle. Marion s'effondra sur le canapé, accablée par cette nouvelle révélation. Depuis 22 ans, elle est internée et tu ne m'as jamais emmenée la voir. Marion, tu ne comprends pas. Elle ne reconnaît personne. Elle ne parle plus. Elle reste assise des heures entières, à regarder par la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendra jamais. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire. Ah, j'y vais tous les mois depuis 22 ans. J'espère toujours qu'un miracle se produira, qu'elle me reconnaîtra, qu'elle me demandera de tes nouvelles. Mais rien, jamais rien. Comment elle s'appelle là-bas ? Marie Giraud. J'ai été obligée de lui donner une fausse identité. Si Alain Moreau avait su qu'elle était vivante. Marion releva brusquement la tête. Alain Moreau ? Mais c'est l'homme du restaurant, celui qui m'a appelée Isabelle. Claire pâlit. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, l'homme âgé qui était avec le jeune, il s'appelle Moreau. Et maintenant que j'y pense, le jeune lui ressemblait. Mon Dieu, murmura Claire. Ils t'ont retrouvé, après toutes ces années, ils t'ont retrouvé, pendant ce temps, à Paris. Rémi faisait les 100 pas dans le bureau de Julien Mercier. Le détective venait de lui exposer ses dernières découvertes, et l'excitation était palpable. Donc, récapitulons, dit Julien en consultant ses notes. Claire Gauthier est bien la cousine de ta mère. Elle a disparu des radars professionnels pendant plusieurs mois en 2001, exactement au moment où Isabelle a disparu. Et Marion est née officiellement en décembre 2001, soit 7 mois après la disparition de ta mère. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a autre chose. Julien sortit un dossier de son tiroir. J'ai retrouvé la trace de la sage-femme qui a signé l'acte de naissance, Martine Dubois. Elle a accepté de me parler, moyennant une certaine compensation financière. Rémi se pencha vers lui, et elle se souvient parfaitement de cet accouchement. Une femme qui ne voulait donner ni son vrai nom, ni celui du père. Un accouchement prématuré, difficile. La mère dans un état psychologique catastrophique. Elle a dit autre chose. Que la femme qui l'accompagnait, Claire Gauthier donc, semblait très protectrice. Elle répétait sans arrêt qu'il fallait que ça reste secret, que personne ne devait savoir. Et quand le bébé était né, la mère a dit quelque chose de bizarre. Quoi ? Il ne faut pas qu'il la trouve, jamais. Rémi sentit son cœur se serrer. Il, mon père, elle parlait de mon père. C'est probable, Rémi, je pense qu'on tient notre réponse. Marion est très vraisemblablement ta sœur. Le soir même, Rémi rentra chez son père avec une détermination nouvelle. Il le trouva dans son bureau, en train de signer des contrats. Un verre de whisky à portée de main. « Papa, il faut qu'on parle. J'en sais plus sur Marion. » Alain leva les yeux, remarquant immédiatement la tension sur le visage de son fils. « J'écoute. Elle a été élevée par Claire Gauthier, la cousine de maman. Elle est née en décembre 2001, soit exactement 9 mois après la disparition de maman. » Alain posa son stylo, la main légèrement tremblante. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que Marion est ma sœur, que maman a eu cet enfant qu'elle portait quand elle est partie, et que Claire l'a élevée en secret. » Un long silence s'installa. Alain se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. « Tu en es sûr ? Presque. Il faudrait un test ADN pour en avoir la certitude. Mais tous les éléments concordent. » Alain se retourna vers son fils, et Rémi fut frappé par la pâleur de son visage. « Papa, ça va ?» Rémi, la voix d'Alain était étranglée. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose dont j'ai honte depuis 23 ans. » Quoi ? Après le départ de ta mère, j'ai continué les recherches bien au-delà de ce que je t'ai dit. J'ai embauché des détectives. J'ai fait surveiller Claire Gauthier. Rémi le regarda avec stupéfaction. Tu savais qu'elle était chez sa cousine. Pas au début, mais quelques semaines après sa disparition. Oui, j'ai su qu'elle était chez Claire. Alors pourquoi tu n'es pas allé la chercher ?
Alain ferma les yeux, comme si les mots lui étaient physiquement douloureux. Parce que je suis un lâche. Rémi, parce que j'avais peur de ce qu'elle allait me dire. Peur qu'elle refuse de revenir. Peur de devoir assumer mes erreurs. Papa? Et puis, il y a eu autre chose. Alain retourna s'asseoir, se versant un autre verre. Mes détectives ont appris qu'elle avait accouché, qu'elle avait eu une petite fille, mais ils ont aussi découvert qu'elle avait été internée. Rémi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu savais qu'elle était en psychiatrie? Depuis des années. Rémi, depuis des années. Je sais qu'Isabelle est vivante et internée dans une clinique de Lyon. Et tu n'as rien fait, tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te dise que ta mère était devenue folle à cause de moi? Que j'avais détruit la femme que j'aimais au point qu'elle avait préféré sombrer dans la maladie mentale plutôt que de me revoir? Rémi était abasourdi. Tu le sais depuis le début et tu n'as jamais... J'y suis allée, coupa Alain. Une fois, quelques mois après son internement, je voulais lui demander pardon, lui dire que j'assumais mes erreurs, que je voulais réparer. Et elle ne m'a même pas regardée. Elle était assise près de la fenêtre, et quand l'infirmière lui a dit que j'étais là, elle n'a pas bougé, pas un geste, pas un mot, comme si je n'existais pas. Alain vida son verre d'un trait. C'est là que j'ai compris que je l'avais perdue à jamais. Qu'il valait mieux la laisser en paix, plutôt que de risquer d'aggraver son état. Et Marion, tu savais pour Marion, j'ai su qu'il y avait eu un enfant, oui, mais Claire l'avait fait adopter. Ou du moins c'est ce que mes détectives ont cru comprendre. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas chercher plus loin. Rémi se leva brusquement, la colère explosant en lui. Pendant 23 ans, j'ai grandi en croyant que maman était morte. Pendant 23 ans, j'ai porté le deuil d'une femme qui était vivante. Et pendant tout ce temps, j'avais une sœur quelque part. Rémi, non, tu n'as pas le droit. Tu n'avais pas le droit de me cacher ça. Rémi se dirigea vers la porte, mais se retourna avant de sortir. Demain, j'y vais. Je vais voir ma mère. Et je vais chercher Marion, avec ou sans toi. La porte claqua, laissant Alain seul avec ses remords et ses regrets. Dans le silence de son bureau, il contempla la photo d'Isabelle qu'il gardait dans son tiroir depuis 23 ans. Le visage souriant de la femme qu'il avait aimée et détruite par sa lâcheté. Pour la première fois depuis des années, Alain Moreau pleura. Le lendemain matin, Marion n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait passé des heures à regarder le plafond de sa chambre, l'esprit en ébullition. Sa mère était vivante. Après 22 ans de mensonges par omission, cette révélation bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Vers 7 heures, elle se leva et trouva Claire dans la cuisine, déjà habillée, une valise posée près de la porte. « Tu pars quelque part ?» Claire se retourna, les traits tirés par une nuit blanche. « Je t'emmène la voir, si c'est ce que tu veux. » Marion sentit son cœur s'emballer. « Vraiment, tu ferais ça. Tu as le droit de la connaître, Marion. J'aurais dû te proposer depuis longtemps. J'avais peur que ça te fasse plus de mal que de bien. À quand est-ce qu'on y va? Maintenant, si tu veux, j'ai appelé la clinique. Les visites sont autorisées à partir de 10 heures. » Marion courut s'habiller. Le cœur battant d'appréhension et d'excitation mêlée, elle allait enfin rencontrer sa mère. Cette femme mystérieuse, dont le visage lui ressemblait tant. Cette femme qui l'avait mise au monde dans la douleur et le secret. À Paris, Rémi avait pris sa décision dès l'aube. Il avait passé la nuit à ruminer les révélations de son père, oscillant entre colère et compréhension. Alain avait agi en lâche, certes, mais Rémi comprenait aussi la difficulté de sa situation, comment avouer à son fils que sa mère était vivante, mais mentalement détruite. Il composa le numéro de Julien Mercier. « Julien, c'est Rémi. J'ai besoin d'un service urgent. Tu peux me trouver l'adresse de Marion Gauthier à Lyon? Bien sûr. Tu veux que je l'accompagne? Non, c'est personnel. Très personnel. Mais merci. » 1 heure plus tard, Rémi roulait vers Lyon au volant de sa BMW. Déterminé à rencontrer cette jeune femme qui était très probablement sa sœur, il avait dans sa poche un kit de test ADN qu'il avait acheté en pharmacie. Il fallait en avoir le cœur net. Claire et Marion arrivèrent devant la clinique Sainte-Thérèse vers 10 heures. C'était un bâtiment moderne entouré d'un parc arboré, qui ressemblait plus à une maison de retraite haut de gamme qu'à un hôpital psychiatrique. « Elle est ici depuis si longtemps », murmura Marion en observant la façade. 22 ans, elle a sa chambre, ses habitudes, le personnel l'aime beaucoup. Ils disent qu'elle a des moments de lucidité.
Parfois, très rare, mais ça arrive. Elles furent accueillies par le docteur Martinez, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Madame Gauthier, bonjour, et voici donc Marion. »« Oui, docteur. » Elle souhaitait enfin rencontrer sa mère. Le médecin observa attentivement Marion, frappé par la ressemblance. « C'est saisissant. Elle lui ressemble énormément, vous savez, Marie. C'est le nom sous lequel elle est enregistrée ici. À parfois des moments où elle semble plus présente, comme si quelque chose la rappelait à la réalité. »« Quel genre de moment ?» demanda Marion. « Quand on évoque certains souvenirs, un prénom, une musique, mais ça ne dure jamais longtemps, vous devez vous préparer à ce qu'elle ne vous reconnaisse pas. » Ils montèrent au 2e étage et s'arrêtèrent devant la chambre 27. Le docteur Martinez frappa doucement avant d'ouvrir la porte. « Marie, vous avez de la visite ?» Marion entra le cœur battant et découvrit une femme assise près de la fenêtre, le regard perdu vers l'horizon, malgré les années et la maladie. La ressemblance était saisissante. C'était comme regarder dans un miroir déformé par le temps. « Bonjour, maman », murmura Marion d'une voix tremblante. Isabelle ne bougea pas, ne tourna même pas la tête. Elle portait une robe de chambre bleue et ses cheveux châtain clair, maintenant parsemés de fils argentés, étaient noués en une tresse simple. « Marie ?» dit Claire en s'approchant. « C'est Marion, votre fille, Marion. » Aucune réaction. Marion s'agenouilla près du fauteuil et prit délicatement la main de sa mère. Elle était froide et ne réagit pas au contact. « Je m'appelle Marion, » dit-elle doucement. « Claire m'a élevée, elle m'a beaucoup parlé de vous, j'aimerais vous connaître. » Soudain, Isabelle tourna lentement la tête vers Marion. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis 22 ans. Marion vit dans ses yeux verts si semblables aux siens une lueur fugace, comme un éclair de reconnaissance. « Marion !» Le mot sortit comme un souffle, presque inaudible. Claire et le docteur Martinez échangèrent un regard stupéfait. C'était la première fois en années qu'Isabelle prononçait un mot. « Oui, c'est moi. Marion, votre fille. » Isabelle leva lentement sa main libre et caressa le visage de Marion, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. « Ma petite fille, » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Ma Marion ?» Au même moment, Rémi garait sa voiture devant l'immeuble de la rue des Fantasques. Il avait trouvé l'adresse grâce aux recherches de Julien et était monté jusqu'au 3e étage. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Une voisine sortit de l'appartement d'en face. « Vous cherchez Claire et Marion ? Elles sont parties tôt ce matin avec une valise. Je crois qu'elles allaient avoir quelqu'un à la clinique. » « Une clinique ? Laquelle ? » ?»« Sainte-Thérèse, je crois. Claire y va souvent. » Rémi la remercia et redescendit en courant vers sa voiture. Sainte-Thérèse, il connaissait cette clinique. Son père lui avait mentionné ce nom la veille. À la clinique, l'émotion était palpable. Isabelle tenait la main de Marion et semblait retrouver progressivement ses esprits, comme si la présence de sa fille agissait comme un catalyseur. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix rauque. « J'ai grandi avec Claire. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. » Isabelle tourna son regard vers Claire. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit. « Merci » articula-t-elle. « Merci de l'avoir aimée. » Claire éclata en sanglots. « Isabelle, vous êtes revenue. Après tout ce temps, je n'étais jamais vraiment partie, » murmura Isabelle. « J'étais juste ailleurs dans un endroit où la douleur ne pouvait pas m'atteindre. » Le docteur Martinez observait la scène avec fascination. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais assisté à une telle transformation. « Et Rémi ?» demanda soudain Isabelle. « Mon petit garçon ?» Marion échangea un regard avec Claire. Comment lui expliquer ? « Il va bien. Il a grandi. Il vous cherche depuis toujours. Il me cherche. Oui, il n'a jamais cessé d'espérer vous retrouver. » Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement sur Rémi, essoufflé, qui s'arrêta net en découvrant la scène. Marion se retourna et reconnut immédiatement l'homme du restaurant. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, ils surent tous les deux. « Rémi » murmura Isabelle en voyant son fils. Il s'avança lentement, comme dans un rêve. L'enfant de 6 ans était devenu un homme. Mais Isabelle reconnaissait ses yeux, son sourire timide. « Maman ». Isabelle tendit les bras vers lui, et Rémi se précipita pour l'étreindre. Ils restèrent longtemps enlacés, pleurant 23 ans de séparation. « Mon fils », répétait Isabelle. « Mon grand garçon ». Quand ils se séparèrent enfin,
Rémi découvrit Marion qui les observait, émue aux larmes. « Tu es ma sœur. » Marion hocha la tête, incapable de parler. « J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, » dit Rémi en s'approchant d'elle. « Et moi d'avoir un frère. » Ils s'embrassèrent maladroitement, émus de cette première rencontre. « Mes enfants, » murmura Isabelle en les regardant. « Mes 2 enfants ensemble. » Claire assistait à ces retrouvailles avec un mélange de joie et d'appréhension. Le secret qu'elle avait gardé pendant 22 ans venait d'exploser, et elle ne savait pas quelles en seraient les conséquences. « Il faut qu'on fasse des tests, » dit Rémi, « pour en être absolument certain. »« Tu en doutes ?» demanda Marion. « Non, mais j'ai besoin de preuves. Pour mon père aussi. Il ne va pas croire que tout ça soit possible. Ton père. » Isabelle se raidit. « Alain, il sait que tu es ici, maman. Il l'a toujours su. » Le visage d'Isabelle se ferma instantanément. « Il sait, et il n'est jamais venu. Si, une fois, juste après ton internement, mais tu ne l'as pas reconnu. Je m'en souviens, » dit Isabelle froidement. « Je l'ai ignoré, volontairement. » Un silence pesant s'installa. Les retrouvailles magiques venaient de buter sur la réalité du passé, sur les blessures qui ne s'étaient jamais refermées. « Maman, » dit doucement Marion. « Papa, enfin, Alain, qu'est-ce qu'il vous a fait exactement ?» Isabelle regarda tour à tour ses 2 enfants. « Il m'a brisé le cœur, mais surtout, il a douté de vous. Il a mis en doute le fait que tu sois sa fille, Marion. Et ça, je ne peux pas le pardonner. » L'après-midi touchait à sa fin, quand Rémi proposa de faire les tests ADN sur le champ. Le docteur Martinez, encore sous le choc de la transformation d'Isabelle, accepta de faire appel au laboratoire de la clinique pour une analyse express. « Dans quelques heures, nous aurons une confirmation officielle, » expliqua-t-il en prélevant des échantillons de salive. « Mais honnêtement, au vu de votre ressemblance et des circonstances, on le sait déjà, » termina Marion en souriant à Rémi. « Nous le sentons. » Pendant que le laboratoire travaillait, Isabelle demanda à rester seule avec ses enfants. Claire et le docteur Martinez se retirèrent discrètement, laissant la famille réunie pour la première fois depuis 23 ans. « Racontez-moi, » dit Isabelle d'une voix encore fragile mais de plus en plus claire. « Racontez-moi vos vies, tout ce que j'ai manqué. » Rémi commença, parlant de son enfance solitaire dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch, de ses études en gestion, de son entrée progressive dans l'empire hôtelier familial. « J'ai toujours pensé à toi, maman. Papa disait que tu étais partie en voyage et que tu ne reviendrais peut-être pas. Mais moi, j'y croyais encore, jusqu'à mes 15 ans environ. Et après, j'ai commencé à te chercher vraiment. J'ai embauché des détectives. J'ai parcouru la France. Mais jamais je n'aurais imaginé que papa savait où tu étais. » Le visage d'Isabelle se durcit à l'évocation d'Alain, mais elle se concentra sur Marion. « Et toi, ma chérie ?» Marion raconta sa vie rude et fantasque, l'amour de Claire, ses études pour devenir psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. J'ai toujours senti qu'il y avait un mystère autour de mes origines. Claire évitait mes questions, changeait de sujet, mais elle m'a donné tant d'amour que je n'ai jamais vraiment souffert de ne pas connaître mes parents biologiques. Claire a été parfaite, murmura Isabelle. Elle a fait ce que je n'arrivais plus à faire. Pourquoi tu n'arrivais plus ? Demanda doucement Marion. Isabelle ferma les yeux, replongeant dans ses souvenirs douloureux. Quand tu es née, Marion, j'étais déjà psychologiquement détruite. La trahison d'Alain, ses accusations sur ta paternité, le stress de la fuite. Mon esprit a simplement décidé de se protéger en coupant les liens avec la réalité. Mais vous vous souvenez de tout maintenant ? Oui, comme si un voile s'était levé, voir Marion, vous avoir ensemble. C'est comme si mon cerveau avait enfin trouvé une raison de revenir. Rémi prit la main de sa mère. « Tu vas pouvoir sortir d'ici, revenir vivre avec nous. » Isabelle hésita. « Je ne sais pas, mon chéri. 22 ans d'internement. Ce n'est pas rien. Et puis, il y a ton père. Papa regrette, tu sais. Il m'a dit qu'il avait honte de ce qu'il t'avait fait. Regretter ne suffit pas toujours. » Rémi, à 18h, le docteur Martinez revint avec les résultats du laboratoire. Son sourire disait tout. « Alors ?» demanda Marion, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Rémi et Marion Moreau partagent bien les mêmes parents biologiques. Vous êtes frères et sœurs. » Les larmes coulèrent de nouveau. Rémi serra Marion dans ses bras avec une émotion intense. « J'ai une sœur, » répéta-t-il comme une incantation.
J'ai vraiment une sœur. Et moi un frère et une mère. » Isabelle les regardait avec une fierté mêlée de tristesse. « Mes enfants, vous êtes si beaux, si forts. Je suis fière de vous. » Claire revint à ce moment-là, les yeux rougis par l'émotion. « Les résultats, positifs, » répondit Rémi. « Marion est bien ma sœur. » Claire s'effondra sur une chaise, le poids du secret enfin levé. « 22 ans, » murmura-t-elle. « 22 ans que je porte ce fardeau toute seule. » Isabelle lui tendit la main. « Tu as été parfaite, Claire. Plus qu'une cousine, plus qu'une amie. Tu as été la mère que je ne pouvais plus être. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Marion. « Comment on gère tout ça ?» Rémi réfléchit. « D'abord, il faut que je prévienne papa. Il ne va pas en croire ses oreilles. »« Tu crois qu'il va venir ?» demanda Isabelle avec appréhension. « J'en suis sûre, malgré tout ce qui s'est passé, malgré sa lâcheté. Il t'aime encore, maman. Je le vois dans ses yeux quand il parle de toi. L'amour ne suffit pas toujours, Rémi. Il y a eu trop de mal, trop de mensonges. » Marion s'approcha de sa mère. « Mais vous êtes guérie maintenant. Vous pourriez avoir une nouvelle chance. » Tous ensemble. Isabelle caressa le visage de sa fille. « Tu es une vraie psychologue, toi, toujours à vouloir réparer les cœurs brisés. C'est ma spécialité, les traumatismes familiaux. Tu penses que notre famille peut être réparée ?» Marion regarda tour à tour sa mère. Son frère et Claire, je pense qu'on a déjà commencé. Le soir tombait quand Rémi se décida à appeler son père. Il sortit de la chambre pour passer son coup de fil dans le couloir. « Papa, c'est moi. Rémi, où es-tu ? Je me faisais du souci. À la clinique Sainte-Thérèse, avec maman et avec Marion. » Un silence de plomb s'installa à l'autre bout du fil. « Tu l'as trouvé. Nous nous sommes trouvés, papa. Marion est bien ma sœur. On a fait les tests ADN. Et maman va beaucoup mieux. Elle nous a reconnus. Elle parle. » Alain laissa échapper un sanglot. « Elle va bien. Oui, elle est lucide, cohérente, comme avant. Mais plus fragile, papa. Tu devrais venir. Tu crois qu'elle accepterait de me voir? Je ne sais pas, mais tu lui dois des excuses. De vraies excuses et des explications. J'arrive, je prends la route maintenant. » Quand Rémi retourna dans la chambre, il trouva Isabelle debout près de la fenêtre, regardant le parc de la clinique. Marion et Claire discutaient à voix basse dans un coin. « Maman, papa arrive. » Isabelle se tendit visiblement. « Quand ? Dans quelques heures, tu accepteras de lui parler. » « Je ne sais pas, Rémi. J'ai peur de ce que ça va réveiller en moi. Peur de replonger. » Marion s'approcha. « Je serai là. Nous serons tous là. Vous n'êtes plus seule. Ma chérie, tu ne comprends pas. Ce que ton père m'a fait, les mots qu'il a prononcés, ils m'ont détruite. Alors c'est l'occasion de lui dire, de vider votre sac une bonne fois pour toutes. » Isabelle regarda sa fille avec admiration. « Tu as raison. J'ai fui il y a 23 ans. Je ne fuirai plus. » À 22 heures, Alain Moreau poussa la porte de la clinique Sainte-Thérèse. Il avait roulé comme un fou depuis Paris, le cœur battant d'appréhension. Le docteur Martinez l'accueillit personnellement. « Monsieur Moreau, votre famille vous attend. Mais je dois vous prévenir. Votre épouse est dans un état psychologique fragile. Évitez les chocs, les éclats de voix. Comment va-t-elle ? » « Miraculeusement bien. Vos enfants ont provoqué une guérison que nous n'espérions plus. Mais tout reste fragile. » Alain monta les marches comme un condamné marchant vers l'échafaud, devant la porte de la chambre 27. Il s'arrêta, rassemblant son courage. Rémi vint lui ouvrir. « Papa, mon fils. » Ils s'embrassèrent rapidement, puis Rémi le guida à l'intérieur. Alain découvrit Marion assise près du lit, et son cœur se serra. Cette jeune femme était bien sa fille. Aucun doute possible. « Marion, » dit Rémi, « voici notre père, Alain Moreau. » Marion se leva et tendit poliment la main. « Monsieur, ma fille, » murmura Alain, les larmes aux yeux. « Ma petite fille. » Puis son regard se posa sur Isabelle, debout près de la fenêtre. Elle s'était retournée et le regardait avec une expression indéchiffrable. Ils se firent face en silence pendant de longues secondes. Aux 23 ans de séparation, de regrets, de non-dits, « Isabelle, » dit-il finalement d'une voix brisée, « Alain, tu es magnifique, encore plus belle qu'avant. Ne dis pas ça, pas après tout ce temps. » Alain fit un pas vers elle, mais Isabelle leva la main pour l'arrêter. « Non,
Si tu es venu pour t'excuser, fais-le. Mais reste où tu es. Alain s'arrêta, comprenant qu'il devait respecter cette distance. Isabelle, 23 ans, Alain. 23 ans que j'attends ces excuses. Dans le silence de la chambre, sous le regard de leurs enfants et de Claire, commença enfin la confrontation que tous deux avaient évitée pendant plus de 2 décennies. Alain resta immobile au centre de la chambre, écrasé par le poids du regard de sa femme. Isabelle se tenait droite près de la fenêtre, et malgré les années d'internement, elle avait retrouvé cette dignité naturelle qui l'avait toujours caractérisée. 23 ans, répéta-t-elle froidement. 23 ans où tu savais que j'étais ici, et tu n'es venue qu'une seule fois. Isabelle, laisse-moi t'expliquer. Non, sa voix claqua comme un fouet. Cette fois, c'est moi qui vais parler. Et toi, tu vas écouter. Rémi et Marion échangèrent un regard inquiet. L'atmosphère s'était tendue d'un coup, chargée de 2 décennies de rancœur contenue. Cette nuit-là, quand j'ai découvert ta liaison, tu m'as accusé de te tromper. Tu as mis en doute la paternité de l'enfant que je portais. Tu as souillé notre mariage, notre amour. Et quand j'ai voulu te donner une chance de réparer, tu m'as craché au visage. Alain baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je le regrette, Isabelle. Plus que tu ne peux l'imaginer. J'étais un lâche. Un lâche, oui, mais pas seulement cette nuit-là. Toutes ces années où tu m'as laissé ici, où tu as laissé nos enfants grandir séparés, où tu as menti à Rémi sur ma disparition. 23 ans de lâcheté continue. Marion se leva, sentant la tension devenir insoutenable. Maman, peut-être qu'on devrait. Non, ma chérie, il faut que ça sorte, que tout sorte. Isabelle fit quelques pas vers Alain, qui recula instinctivement. Tu veux savoir ce qui m'a vraiment brisé? Ce n'est pas ta liaison, ce n'est même pas tes accusations. C'est que tu aies pu douter de moi, après 16 ans de mariage, après tout ce qu'on avait vécu ensemble. Tu as pu croire que j'étais capable de te tromper et de te mentir sur la paternité de mon enfant. Isabelle, ça, je ne peux pas le pardonner, jamais. Le silence retomba, lourd et oppressant. Claire, restée discrète jusque-là, se leva soudain. Isabelle, il y a quelque chose qu'Alain ne sait pas, quelque chose que tu ne lui as jamais dit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Isabelle fronça les sourcils. De quoi tu parles, Claire? Les documents, ceux que tu m'as confiés avant ton internement. Le visage d'Isabelle changea d'expression. Un mélange de compréhension et d'appréhension passa dans ses yeux. Claire, non, pas maintenant. Si, maintenant il est temps. Claire sortit de son sac une grande enveloppe Kraft qu'elle posa sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rémi. Des documents que votre mère a copiés avant de partir, des preuves concernant les affaires de votre père. Alain pâlit instantanément. Isabelle, qu'est-ce que tu as fait? Isabelle le regarda droit dans les yeux. J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai ouvert les yeux sur tes activités. Quelles activités? Demanda Marion. De plus en plus inquiète, Isabelle ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs liasses de documents. Relevés bancaires, factures, correspondances, contrats. Ton père, ma chérie, n'est pas seulement un homme d'affaires prospère, c'est aussi un homme qui n'a pas toujours respecté la loi pour bâtir son empire. Isabelle, s'il te plaît, supplia Alain, des pots de vin à des maires pour obtenir des permis de construire, des détournements de fonds publics, des montages financiers douteux avec des sociétés offshore, de la corruption à grande échelle. Rémi regardait son père avec incrédulité. « Papa, c'est vrai ?» Alain s'effondra sur une chaise, vieilli de 10 ans en quelques secondes. « En partie, oui, mais ce n'est pas si simple. Explique-nous, » dit Marion d'une voix tremblante. « Le monde des affaires est impitoyable. Pour survivre, pour développer l'entreprise, j'ai dû faire des compromis. » « Des compromis ?» Isabelle eut un rire amer. « Tu appelles ça des compromis ?» Elle sortit un document particulier et le tendit à Rémi. « Regarde ça. Un virement de 5 millions d'euros vers un compte en Suisse. En échange de l'attribution d'un marché public pour la construction de l'hôtel de Cannes. » Rémi examina le document, horrifié. « Papa, tu réalises que c'est de la corruption de fonctionnaires. Rémi, tous les grands groupes font ça. C'est le prix à payer pour... » « Ah pourquoi ? Pour s'enrichir. » Marion était révoltée. « Pendant que des familles peinent à joindre les deux bouts, vous vous engraissez avec de l'argent public. » Alain leva les yeux vers sa fille, mesurant soudain l'ampleur de sa chute morale aux yeux de ses enfants. « Je voulais vous offrir le meilleur, la meilleure éducation, la meilleure vie.
Au prix de combien de vies brisées ? Demanda Isabelle. Tu sais combien de projets sociaux n'ont pas pu voir le jour à cause de tes détournements ? Combien d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux ? Alain se prit la tête entre les mains. Je sais tout ça. Mais c'était un engrenage, une fois qu'on commence. On peut arrêter, dit fermement Marion. On peut toujours arrêter et réparer. Isabelle regarda sa fille avec fierté. Tu as raison, ma chérie. Elle se tourna vers Alain. J'ai une proposition à te faire. Laquelle ? Tu vas tout avouer. Publiquement, tu vas rembourser chaque euro détourné, tu vas payer les amendes et les pénalités, et tu vas créer une fondation pour aider les victimes de violences conjugales avec 60% de ta fortune personnelle. Alain la regarda abasourdi. Isabelle, en échange, je ne transmettrai pas ces documents à la justice. Je ne révélerai pas les preuves qui pourraient t'envoyer en prison. Tu me fais chanter. Je te donne une chance de réparer. Une seule. Rémi s'approcha de son père. Papa, c'est une occasion de racheter tes erreurs, de repartir sur de bonnes bases. Mais l'entreprise, notre patrimoine... L'entreprise continuera, dit Isabelle, mais proprement, sous la direction de Rémi. Et le patrimoine, qu'est-ce que ça représente comparé à l'honneur de ta famille ? Marion prit la main de son père. Vous pourriez être fiers de nous, pour une fois, fiers de faire le bon choix. Alain regarda tour à tour sa femme et ses enfants. Dans leurs yeux, il ne lisait plus de la colère, mais de l'espoir. L'espoir qu'il puisse encore devenir l'homme qu'il voulait qu'il soit. Et si j'accepte ? Qu'est-ce qui se passe entre nous, Isabelle ? Isabelle hésita longuement. Je ne sais pas. Alain, le mal est fait. Mais peut-être qu'on pourrait apprendre à se pardonner, à condition que tu changes vraiment. Tu reviendrais vivre avec nous. Non, du moins, pas tout de suite. J'ai besoin de temps, de liberté, de retrouver qui je suis après 22 ans d'enfermement. Mais nous resterions une famille ? Demanda Rémi. Nous sommes déjà une famille, répondit Isabelle en souriant à ses enfants. Juste, une famille différente, une famille qui a appris de ses erreurs. Claire, qui avait assisté à tout l'échange en silence, se leva. Alain, dit-elle doucement, Isabelle vous donne une chance extraordinaire. La plupart des hommes dans votre situation finiraient en prison. Je sais. Alain se tourna vers Isabelle. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Après tout ce que je t'ai fait subir. Isabelle le regarda avec une expression adoucie pour la première fois depuis son arrivée. Parce que malgré tout, malgré tes erreurs et tes trahisons, tu es le père de mes enfants. Et ils ont le droit d'avoir un père dont ils peuvent être fiers. Alain fondit en larmes. Je ne mérite pas ta générosité. Non, tu ne la mérites pas. Mais nos enfants, si. Le docteur Martinez, qui était resté discrètement à l'extérieur, frappa à la porte. Excusez-moi, mais il se fait tard. Madame Moreau a besoin de repos. Cette journée a été très intense pour elle. Isabelle acquiesça. Il a raison. Et puis, Alain a besoin de réfléchir à ma proposition. Alain se leva péniblement. Combien de temps j'ai ? 1 semaine. Dans 1 semaine, tu me donnes ta réponse. Et si je refuse ? Isabelle le regarda droit dans les yeux. Alors je transmets tout à la justice. Et tu n'auras plus de famille du tout. Alain hocha la tête, comprenant qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il s'approcha de Rémi et Marion. Mes enfants, je suis désolée. Pour tout. Rémi l'embrassa. On sera là pour t'aider. Papa, pour faire le bon choix. Marion fit de même. Nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Avant de partir, Alain se tourna une dernière fois vers Isabelle. Je t'ai aimée, tu sais. Je t'aime encore. Je sais, répondit-elle simplement. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du respect, de l'honnêteté, de l'intégrité. J'apprendrai, je te le promets. On verra. Quand Alain fut parti, Isabelle s'assit sur son lit, épuisée par cette confrontation émotionnelle. « Tu crois qu'il va accepter ?» demanda Marion. « Il n'a pas le choix, » répondit Isabelle. « Et au fond de lui, je pense qu'il sait que c'est la bonne chose à faire. » Rémi s'approcha de sa mère. « Et toi, tu vas vraiment pouvoir lui pardonner un jour ?» Isabelle regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. « Je ne sais pas, mon chéri, mais pour la première fois depuis 23 ans, j'ai envie d'essayer. » 1 an plus tard, le soleil de mai filtrait à travers les rideaux de l'appartement que Marion avait loué dans le quartier de Belleville, à Paris. Elle terminait ses études de psychologie tout en travaillant à mi-temps dans un centre d'aide aux victimes de violences domestiques.
Sa spécialisation en traumatismes familiaux prenait tout son sens, maintenant qu'elle comprenait d'où venait sa propre histoire. Son téléphone sonna. C'était Rémi. « Salut, Frangine, tu es libre cet après-midi. » Marion sourit. Malgré l'année écoulée, elle ne se lassait pas d'entendre son frère l'appeler ainsi. « Tout dépend. Tu as encore besoin d'aide pour gérer papa. » « Non. Cette fois, c'est différent. J'aimerais te montrer quelque chose. Retrouve-moi au siège social à 15h. 1 heure plus tard, Marion poussait les portes du bâtiment haussmannien qui abritait les bureaux de Moreau Hôtellerie. L'entreprise avait bien changé depuis qu'Alain avait accepté les conditions d'Isabelle. Les pratiques douteuses avaient cessé, les comptes avaient été apurés, et Rémi dirigeait maintenant un groupe certes moins riche, mais infiniment plus respectable. « Marion ?» Rémi l'accueillit dans le hall d'entrée, rayonnant. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Il la guida vers les étages supérieurs, jusqu'à un bureau qu'elle ne connaissait pas. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ton bureau, si tu acceptes ma proposition. » Marion regarda autour d'elle, stupéfaite. La pièce était spacieuse, lumineuse, avec une vue magnifique sur les Champs-Élysées. « Mon bureau. Mais Rémi, j'aimerais que tu rejoignes l'entreprise. Pas dans l'hôtellerie traditionnelle, mais pour diriger un nouveau département. » « Quel département ?» Rémi sortit un dossier de son attaché-case. « Le département de responsabilité sociale. Tu t'occuperais de tous nos programmes d'aide aux familles en difficulté, de formation professionnelle pour les femmes victimes de violences, de partenariat avec les associations. En gros, tout ce qui permet à l'entreprise de donner du sens, pas seulement de faire du profit. » Marion feuilleta le dossier, impressionnée par l'ampleur du projet. « Rémi, c'est énorme, tu es sûr. Plus que sûr. Nous sommes une famille maintenant, une vraie famille. Et cette famille a une responsabilité envers la société. Tu es la mieux placée pour porter cette mission. » Marion sentit les larmes monter. « J'accepte. Bien sûr que j'accepte. » Ils s'embrassèrent, émus par ce nouveau chapitre qui s'ouvrait dans leur relation fraternelle. Le week-end suivant, Marion et Rémi prirent la route de Lyon pour leur visite mensuelle à Isabelle. Depuis sa sortie de la clinique 6 mois plus tôt, leur mère vivait dans un petit appartement près du parc de la Tête d'Or. Elle avait retrouvé progressivement son autonomie et s'était découvert une passion pour la peinture. Ils la trouvèrent dans son salon transformé en atelier, devant un chevalet où prenait forme un paysage de Provence aux couleurs vives. « Mais chérie », Isabelle essuya ses mains pleines de peinture sur son tablier avant de les embrasser. « Vous tombez bien, j'ai terminé mon dernier tableau. Il est magnifique. » « Maman, » dit Marion en admirant l'œuvre, « tu as vraiment du talent. 45 ans pour découvrir ma vocation. » Sourit Isabelle. « Mieux vaut tard que jamais. » Rémi observa sa mère avec émotion. Cette femme épanouie, sereine, qui riait et créait avec insouciance, ressemblait si peu à la patiente catatonique qu'il avait retrouvée 1 an plus tôt. « Comment tu te sens, maman ?»« Libre, » répondit-elle sans hésiter. « Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. » Ils s'installèrent sur la terrasse pour prendre le thé. Lyon s'étendait sous leurs yeux, paisible sous le soleil printanier. « Et papa ?» demanda Isabelle. « Comment il va ?» Depuis sa sortie de clinique, elle acceptait d'entendre parler d'Alain, mais refusait encore de le voir. Leurs avocats communiquaient, pour régler les questions pratiques du divorce, qu'Isabelle avait finalement demandé. « Il va mieux, » répondit Rémi. « Il a fini de payer toutes les amendes. La fondation fonctionne bien. Et il suit une thérapie. » Une thérapie ? Pour comprendre pourquoi il a agi comme il l'a fait. Pour apprendre à être un meilleur homme. Il dit que c'est à toi qu'il le doit. Isabelle soupira. « Je ne lui dois rien. Mais mes enfants ont le droit d'avoir un père dont ils peuvent être fiers. » Marion prit la main de sa mère. « Tu sais qu'il aimerait te voir, te parler. Je sais, mais je ne suis pas encore prête. Peut-être un jour, ou peut-être jamais. L'important, c'est que vous deux, vous ayez trouvé votre place dans cette histoire. Notre place. Nous l'avons trouvée ensemble, » dit Rémi. « Grâce à toi. » L'après-midi, ils se rendirent chez Claire, qui avait gardé son appartement de la rue des Fantasques. À 68 ans, l'ancienne couturière coulait une retraite paisible, entourée de l'affection de la famille qu'elle avait contribué à réunir. Mes enfants, elle les accueillit avec cette chaleur qui la caractérisait. « Et ma petite Isabelle ?»« Elle va très bien, » répondit Marion. « Elle peint, elle se promène, elle apprend à vivre. Tant mieux, elle le mérite. » Claire leur servit des gâteaux faits maison et du thé, comme au bon vieux temps.
L'appartement n'avait pas changé, mais l'atmosphère était plus légère. Débarrassée du poids des secrets, « Claire, dit Rémi, j'ai une proposition à te faire. Laquelle? Viens vivre à Paris. J'ai un bel appartement près du parc Monceau, trop grand pour moi seule. Tu pourrais avoir tes habitudes, ton indépendance. Mais nous serions plus proches. » Claire le regarda, touchée par cette proposition. « C'est gentil, mon grand, mais j'ai mes repères ici. Et puis, il faut que vous appreniez à vivre votre vie de famille sans la vieille tante qui sait tout. Tu ne seras jamais la vieille tante, » protesta Marion. « Tu es celle qui nous a sauvés, qui a gardé notre famille unie même quand tout semblait perdu. Vous vous en sortez très bien tout seul maintenant. C'est ce que je voulais voir. » Le soir, dans le train qui les ramenait à Paris. Marion et Rémi regardaient défiler le paysage en silence. Ils pensaient à cette année écoulée, à tout ce qui avait changé dans leur vie. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda finalement Marion. « Non, rien. Et toi ?»« Si, je regrette qu'on ait mis si longtemps à se trouver. » Rémi sourit. « On s'est trouvés au bon moment, quand on était prêts. Tu crois que papa et maman finiront par se reparler ? Je l'espère. Pas pour qu'ils se remettent ensemble, ça c'est impossible. Mais pour qu'ils trouvent la paix, tous les deux. » Marion acquiesça. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ? » « Quoi ? C'est que nous, on a réussi à construire quelque chose de beau à partir de quelque chose de cassé. On a transformé un drame familial en une force. Grâce à ton travail de psychologue. Tu veux dire ? Non. Grâce à notre capacité d'amour, maman nous a appris ça, même dans la souffrance, même dans la maladie. Elle a continué à nous aimer, et cet amour nous a guidés. Le train entrait en gare de Lyon. Paris les attendait, avec leur nouveau projet, leur nouvelle vie. Marion. Oui, je suis fière d'être ton frère. Moi aussi, je suis fière d'être ta sœur. Pendant ce temps, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, Alain Moreau était assis dans son bureau, contemplant une photo de famille prise avant le drame. Isabelle souriante, Rémi enfant sur ses genoux, tous trois heureux et insouciants. Sur son bureau trônait aussi une lettre qu'il avait écrite et réécrite 100 fois, sans jamais avoir le courage de l'envoyer. Une lettre pour Isabelle, où il lui demandait non pas de revenir, mais simplement de lui accorder une conversation, une seule, pour qu'il puisse lui dire à quel point il regrettait, à quel point il était fier de la femme qu'elle était devenue, à quel point il admirait la façon dont elle avait reconstruit sa vie. Il prit son stylo et signa enfin la lettre. Demain, il la posterait, que la réponse soit positive ou négative. Il devait essayer, pour elle, pour leurs enfants, et pour lui-même, car même si leur histoire d'amour était terminée, leur histoire de famille, elle, continuait, différemment, mais elle continuait. Et c'était déjà un miracle. 6 mois plus tard, un soir de novembre, Marion reçut un appel qui allait boucler définitivement leur histoire familiale. « Mademoiselle Moreau, ici maître Dubois, notaire de votre mère, Madame Isabelle Moreau souhaiterait organiser un dîner de famille. Elle m'a chargé de vous transmettre une invitation un peu particulière. » Marion sentit son cœur s'accélérer. Quel genre d'invitation ? Elle aimerait vous retrouver tous au restaurant La Rose Dorée, là où tout a commencé, m'a-t-elle dit, samedi prochain, 20h. Tous, vous voulez dire, papa aussi. Votre père, votre frère, Madame Claire, et vous-même, Madame Moreau a été très claire. Elle souhaite que toute la famille soit présente. Après avoir raccroché, Marion appela immédiatement Rémi. « Tu es au courant pour samedi ?»« Oui. Maman vient de m'appeler. Elle a fini par lire la lettre de papa et elle a pris sa décision. » Quelle décision ? De clore officiellement cette histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Le samedi soir, le restaurant La Rose Dorée avait fermé ses portes au public pour cette soirée privée exceptionnelle. Marion fut la première à arriver, vêtue d'une robe bleu marine élégante. L'émotion la submergeait en revoyant ce lieu qui avait changé sa vie exactement 2 ans auparavant. Pierre Dubois, le propriétaire du restaurant, l'accueillit chaleureusement. « Mademoiselle Marion, quel plaisir de vous revoir. Votre mère a tout organisé dans les moindres détails. Elle a même choisi la même table que ce fameux soir. » Effectivement, la table près de la fenêtre était dressée pour 6 personnes, avec des roses blanches en centre de table et cette vaisselle de porcelaine fine qui avait volé en éclats lors de leur première rencontre. Rémi arriva quelques minutes plus tard, accompagné de Claire. La vieille dame, maintenant âgée de 69 ans, avait revêtu sa plus belle robe pour l'occasion,
Ma chérie, dit-elle en embrassant Marion, tu es magnifique. Merci, Claire. Vous savez ce que maman a prévu? Non, elle a gardé le secret, mais elle semblait sereine quand elle m'a appelée. Alain entra à son tour, visiblement nerveux. Ces 2 dernières années l'avaient changé. Ses cheveux avaient blanchi. Son visage s'était creusé, mais il émanait de lui une dignité nouvelle. Celle d'un homme qui avait fait le travail sur lui-même. Les enfants, dit-il en s'approchant de Rémi et Marion. Ils l'embrassèrent avec affection. Leur relation s'était apaisée depuis qu'Alain avait honoré ses engagements et commencé sa thérapie. « Papa, tu vas bien ?» demanda Marion. « Nerveux, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, depuis cette nuit à la clinique. Elle a changé, le prévint Rémi. Elle est devenue lumineuse. » À 20 heures précises, Isabelle fit son entrée. Elle portait une robe de soie verte qui rappelait la couleur de ses yeux, et ses cheveux châtain clair étaient relevés en un chignon élégant, à 47 ans. Elle rayonnait d'une beauté sereine qui coupait le souffle. Tous se levèrent à son arrivée. Isabelle embrassa d'abord ses enfants, puis Claire avec une tendresse particulière. « Ma cousine, ma sœur, ma meilleure amie, » murmura-t-elle. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Puis elle se tourna vers Alain. Ils se regardèrent longuement, chacun mesurant le chemin parcouru. « Alain, Isabelle, tu es éblouissante. » « Merci. » Elle lui tendit la main, qu'il serra avec émotion. Pas d'embrassade, pas d'effusion, mais un respect mutuel qui marquait une nouvelle étape. Ils s'assirent tous autour de la table, l'atmosphère chargée d'émotions mais apaisée. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai organisé ce dîner ?» commença Isabelle en souriant. « Un peu, avoua Marion, parce qu'il était temps de boucler la boucle, de revenir là où tout a commencé pour mieux mesurer le chemin parcouru. » Le maître d'hôtel apporta le champagne qu'Isabelle avait commandé. Quand toutes les coupes furent remplies, elle se leva. « Je voudrais porter un toast. » Tous l'imitèrent, suspendu à ses lèvres. Il y a 2 ans, dans cette même salle, le destin a remis nos chemins en contact. 2 ans de douleur, de révélation, de confrontation, mais aussi de guérison. Sa voix se fit plus forte. Nous avons tous payé le prix de nos erreurs. Alain, tes trahisons et ta lâcheté. Moi, ma fuite dans la maladie mentale. Claire, ton silence trop longtemps gardé. Rémi, Marion, votre enfance brisée par nos erreurs d'adultes. Elle marqua une pause, son regard embrassant toute la tablée. Mais nous avons aussi découvert de quoi nous étions capables quand nous choisissons l'amour plutôt que la peur. Claire, ton dévouement absolu. Rémi, ta détermination à retrouver la vérité. Marion, ta capacité à transformer la souffrance en aide aux autres. Et toi, Alain, ton courage final de regarder tes erreurs en face. Alain sentit les larmes monter. Isabelle continua. Nous ne sommes plus la famille que nous étions. Nous sommes mieux. Nous sommes une famille qui a traversé l'enfer et qui en est ressortie plus forte, plus vraie, plus aimante. Elle leva sa coupe. Alors je bois à la vérité qui libère, même quand elle fait mal. Je bois à l'amour qui survit à toutes les tempêtes. Je bois à Claire, la gardienne de nos secrets et de notre bonheur. Je bois à Rémi et Marion, la plus belle réussite de ma vie. Et je bois même à toi, Alain, parce que tu as trouvé le courage de devenir l'homme que tu aurais toujours dû être. À la famille, dirent-ils tous en chœur. Trinquant dans l'émotion, le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Ils évoquèrent leurs projets, leurs rêves, leur nouvelle vie. Marion parla de son travail au département de responsabilité sociale, Rémi de ses projets d'expansion éthique pour l'entreprise, Claire de son petit-fils adoptif qu'elle choyait. Vers la fin du repas, Isabelle sortit une enveloppe de son sac. « Alain, j'ai quelque chose pour toi. » Il l'ouvrit avec appréhension et en sortit des papiers officiels. « Notre divorce est prononcé, » dit-elle simplement. « Nous sommes officiellement libres. » Alain hocha la tête, ému. « Merci pour tout, pour ta générosité, ta dignité. N'en parlons plus. Ce qui compte, c'est l'avenir. » Elle se tourna vers ses enfants. « Rémi, Marion, vous êtes ma fierté. Regardez ce que vous avez construit ensemble. Une entreprise respectée, une fondation qui aide des centaines de familles, un lien fraternel indéfectible. Nous sommes tes enfants, dit Marion. Nous avons hérité de ta force. Et de ta générosité, ajouta Rémi. Vers minuit, ils se préparèrent à partir. Dehors, il neigeait doucement,
donnant à Paris un air féerique. Sur le trottoir, ils se firent leurs adieux. « Marion, » dit Alain en la serrant contre lui, « je suis fier de toi, fier de la femme extraordinaire que tu es devenue. Moi aussi je suis fier de vous, papa, de l'homme que vous êtes redevenu. » Isabelle s'approcha d'Alain pour un dernier échange. « Alain, nos routes se séparent ici, mais nos enfants nous uniront toujours. Je sais, et je veux que tu saches que je ne t'oublierai jamais, que je regretterai toujours mes erreurs. Le regret ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que nous ayons tous appris, que nous soyons devenus meilleurs. » Elle l'embrassa sur la joue. « Adieu, Alain. Sois heureux. Adieu, Isabelle. » Un an plus tard, Marion organisait le traditionnel déjeuner familial du dimanche dans son nouvel appartement. Rémi arrivait avec sa fiancée Sophie, une avocate spécialisée dans le droit social qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur l'entreprise citoyenne. Isabelle venait de Lyon avec ses dernières toiles, radieuse et épanouie. Sa première exposition avait été un succès, et elle commençait à vivre de sa peinture. Claire, maintenant installée dans une maison de retraite médicalisée mais toujours alerte, apportait ses gâteaux faits maison. Même Alain était là, accompagné de sa nouvelle compagne, Élise, une psychologue qu'il avait rencontrée en thérapie. Ils vivaient ensemble depuis 6 mois, et pour la première fois depuis des décennies, Alain semblait véritablement heureux et apaisé. « À table !» cria Marion en disposant le rôti sur la table. Ils s'installèrent tous, bavardant joyeusement. La famille Moreau avait vécu une tragédie, mais elle en était ressortie transformée, purifiée, plus unie que jamais. « Marion, » dit Isabelle en la regardant avec fierté, « tu sais ce que tu représentes pour moi. »« Quoi, maman ?»« La preuve que de la plus grande souffrance peut naître la plus belle espérance. » Marion sourit, les yeux brillants de larmes heureuses. « Et vous tous, vous représentez la preuve que l'amour finit toujours par triompher ?» Dehors, la vie continuait. Mais dans cet appartement parisien, une famille avait retrouvé son âme. Une famille différente, recomposée, mais enfin complète. Le cercle était refermé. L'histoire pouvait continuer,